ma part, c'était quelques exemples pris après discussion et réflexion avec Pauline et Nadine du département de génétique de Bichat. Si vous croyez qu'on fait de la pub aujourd'hui, j'en remets une couche. Alors, première chose, pénétrance incomplète. Alors ça, c'est comment ça se manifeste. Pour les généticiens, c'est évident, pour les autres, moins. Donc, vous avez deux exemples de gènes qu'on étudie, le fameux gène TGFBR2, où on a un porteur sain, qui est cet individu ici adulte, qui en fait porte la mutation familiale, mais qui, à la différence de son frère ou de sa cousine, n'a absolument aucune expression clinique de la maladie, le porteur sain. Le porteur sain, la pénétrance incomplète, on l'a aussi de façon différente, et elle est illustrée ici sur une famille TGFB2, où là, par contre, c'est le saut de génération. C'est-à-dire que cette femme est issue d'une mère elle-même qui était considérée fortement suspecte. Elle a un frère atteint et elle a donné naissance à deux enfants qui, eux, présentent la maladie, alors qu'elle ne présente aucun signe. Saut de génération. Donc ça, ces cas de pénétrance incomplète, dans les cas des, je pense, illustrent très très bien l'extrême, la mutation ne fait pas la maladie. La mutation ne fait pas la maladie, et je pense que j'ai un message aussi ici, je n'ai pas d'exemple, c'est que l'idée était que finalement, dans le Marfan à mutation FBN1, la pénétrance était quasiment complète. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance, bien sûr, on s'aperçoit que le blanc et le noir, c'est faux, il y a toujours du gris. Eh bien, ça y est, et Nadine peut vous rapporter des cas. On a des cas de pénétrance incomplète avec des mutations FBN1. Donc ça, c'était un autre message pour aujourd'hui et sur lequel réfléchir. Alors ensuite, ce qu'on a, et ça, c'est un travail qui... c'est de l'observation, c'est des observations et des résultats assez récents qui ont été publiés par Pauline et Nadine, qui, en fait, sont des problèmes où tout d'un coup, on avait des prélèvements qui nous avaient été adressés pour diagnostic de Marfan, donc études moléculaires, recherche de mutations dans le gène FBN1, et donc avec l'idée que, selon les éléments cliniques, on recherchait une mutation hétérozygote. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve non seulement une mutation hétérozygote, mais surtout, on trouve carrément des homozygotes. Des homozygotes, c'est le cas ici de cette famille, où en fait, il y a une union consanguine. C'est une famille qui est originaire, je crois, d'Afrique du Nord. Il y a une mutation familiale qui est présente chez tous ces individus que vous avez ici, qui en fait ont un score systémique qui est 6S qui vous est indiqué, qui n'est pas très très élevé, sauf chez ces patients-là. Il y a en forme hétérozygote quand même une manifestation cardiovasculaire, aortique, puisque vous voyez que cet individu a une dilatation, celui-ci aussi. Celui-ci a fait une dissection, c'est le proposant. Or, cet homme a un enfant qui a 8 ans, et qui, en fait, a quelques signes systémiques. Alors, vous allez me dire, à 8 ans, un Marfan, c'est encore tôt pour faire le diagnostic. Or, cet individu, il est homozygote. Il est homozygote, qu'on aurait pu s'attendre, finalement, du fait, excusez-moi, de cette mutation, pardon. Je ne suis pas à l'aise avec ce type de pad. Cette mutation, à l'état une dose, s'exprime largement, hein, on est d'accord. Il y a des oncles ici qui ont des dilatations de l'aorte, il y a eu une dissection dans la famille, donc cette mutation à elle seule permet de faire un Marfan. En double dose, on aurait pu se dire, après tout, on va se retrouver presque avec un Marfan néonatal, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, point d'interrogation, pourquoi dans ce cas-là, la mutation, la même, portée par les deux copies, ne permet pas de... ne permet pas, Dieu merci pour l'enfant, mais tout du moins ne donne pas naissance pour l'instant à un phénotype aggravé. Marfan, ornate Marfan, un homme de 25 ans, signe du poignet, protrusion acétabulaire, pectus, paléogivale, malimplantation dentaire, micrognathie, myopie très forte. Antécédent coronarien paternel, pneumothorax chez le frère. Vous allez me dire... Ça n'a pas l'air de rentrer quand même tellement dans les critères que vous nous avez donnés. Il nous manque un peu le signe majeur. Il n'y a pas de dilatation d'aorte, il n'y a pas d'ectopie du cristallin. Mais on a fait un geste commercial, ou Nadine a fait un geste commercial, car il avait un projet d'intégrer l'armée.
Et donc, FBN1 a été séquencé, et pas de chance pour cet homme. En fait, il est bel et bien porteur d'une mutation stop dans la fibrilline. Donc, Marfan, Onart, Morfan, il était bien et bien Marfan. Ça, c'est un exemple, et je pense qu'on en aurait d'autres. J'en ai pas beaucoup. Pourquoi? Parce que là, une des raisons pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'exemples de ce type, c'est que, comme vous le voyez, ça ne rentre pas dans nos critères. Enfin, un Ehlers dans l'os vasculaire qui était arrivé à l'HEGP ou qui a été adressé à l'HEGP, une femme de 45 ans, 2 anévrismes artériels, la peau fine, hyperélastique, les entorses répétées, les ecchymoses extensives, c'était ce qu'il y avait dans les éléments que nous a fournis Juliette. Donc ça avait été envoyé à l'HEGP qui a rendu COL3A1 négatif, SMAD3 négatif et qui a conclu suspicion, il y avait quand même grande taille et envergure. Du coup, elle a conseillé que ça soit adressé chez nous pour faire une recherche TGF-BR1, TGF-BR2 ou TGF-B2. Et donc, c'est arrivé à à Bichat. Et regardez ce qui se passe. En fait, c'est un Marfan. Donc, vous voyez ces éléments pour vous laisser réfléchir à est-ce que la mutation fait la maladie. Voilà. Je passe la main. Alors, je voudrais illustrer, parce que chacun va illustrer la question posée à sa façon, hein, parce que ça laisse une certaine liberté. La mutation suffit-elle à faire la pathologie? Bon, moi, avec Mélanie, on s'est orienté vers un certain type de réponse que vous allez voir. Donc, effectivement, c'est vous raconter la saga BMP9 et son petit frère. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un exemple qui illustre bien justement ce qui peut être associé à une mutation et comment petit à petit on peut affiner le tableau clinique, le tableau pathologique avec une mutation. Alors, je ne sais pas si ça passe très bien, là, parce que la définition n'est pas très très bonne, mais ça commence par la publication en 2013 par Woodershak Donahue, je ne sais pas si je prononce bien, qui montre que en fait ils ont 4 mutations, 4 variants faux sens qui sont indiqués là sur le gène BMP9 et qui sont associés avec un syndrome vasculaire, d'anomalie vasculaire un peu atypique. Il ne prononce pas le mot de Randy Osler, mais voilà. Donc il y a ce variant pro 885-le. Donc là, j'arrive pas bien à lire, ARG 68-le, et puis deux autres. En tout cas, il y en a deux déjà qui nous convainquent pas vraiment, et les 2 premiers, oui, en disant peut-être que ça serait vraiment pathogénique. Alors, on les a réanalysés avec des critères de 2018, donc 5 ans après. Effectivement, il y en a 2 de ces variants qui pourraient être des variants pathogènes, hein. En plus, là, il y a une proline, donc on sait très bien que quand ça implique une proline, c'est souvent ça change la fonction de la protéine. Et puis, dans ce même papier, ils montraient les lésions cutanées qui étaient visibles chez ces patients. Vous voyez peut-être pas très bien. Et il y avait aussi des études fonctionnelles dans le même travail qui montraient en particulier que ce variant, justement celui qui a la proline, vous voyez qu'il y avait en fait une diminution de l'activité fonctionnelle de BMP9 quand il était mis sur une culture cellulaire avec un gène reporter. Et puis vous voyez ici sur un poisson zèbre, quand on met un inhibiteur de BMP9, on a des anomalies. Bon. Alors, disons qu'on a intégré BMP9, comme tous les laboratoires, comme un potentiel nouveau gène, mais il faut dire qu'on n'a jamais retrouvé de mutation BMP9 dans des cas de rendu osculaire typiques ou moins typiques. On n'a jamais retrouvé. Puis alors, ça a été relancé, en fait, par ce case report dont j'ai pas remis la date, s'il est là, 2016, qui a montré qu'en fait, ils avaient identifié un enfant de 5 ans qui avait été traité depuis l'âge de 3 ans pour une HTAP. Et lui, il avait une mutation non-sens de BMP9 à l'état, enfin, une mutation biallélique homozygote.
sur le gène BMP9. Donc ça relançait donc l'intérêt pour ce gène dans les maladies vasculaires. Mais en revanche, il n'avait pas de télangiectasie, pas de malformation artério-veineuse. Et l'histoire familiale était négative. Et c'était effectivement, chaque mutant était transmis par chaque parent. Alors, nous, dans notre panel, à la Pitié-Salpêtrière, en fait, on a fait le choix de regrouper dans le même panel tous les gènes impliqués dans les pathologies que l'on prend en charge, pour lesquelles on a des demandes. Donc, vous voyez, le rendu Osler est ici. Il y a un chevauchement avec le groupe de gènes qui sont impliqués dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Il y a un chevauchement avec la maladie véno-occlusive, dont le gène est là. Et puis, des angiopathies héréditaires avec malformation artério-veineuse. Et vous voyez les différents gènes qui sont testés. Et en fait, on avait ce gène BMP9 GDF2 qui était dans notre panel, ce qui nous a permis en fait d'identifier, là c'est une série de 180 hypertensions artérielles pulmonaires, vous voyez, d'identifier quand même 2 mutations pathogènes de BMP9. Donc ces résultats ont aussi été corroborés par une étude collaborative, le papier vient de sortir, de Graf et al., une étude où il y avait des séquençages pangénomiques dans des cas d'HTAP. Il y a encore une fois des mutations BMP9 qui ont été retrouvées. Et vous voyez par exemple dans cette famille-là, on a effectivement une mutation hétérozygote BMP9 et on a ici une sœur plus âgée qui est porteuse de la mutation, mais qui, vous voyez, a seulement des épistaxis. Il y a des taches rubis, mais vous voyez, cette sœur n'est pas porteuse de la mutation, les taches rubis, donc vous voyez le manque de spécificité de ce signe dermatologique. Et en revanche, le père qui est porteur, il a aussi des épistaxis. Donc vous voyez ces formes frontières, en fait, avec une hypertension artérielle pulmonaire avec cette mutation, et puis des signes qui évoquent aussi en fait, le rendu Osler. Alors, ça c'est une autre famille avec mutation BMP9, avec une HTAP, vous voyez, apparue chez quelqu'un né HTAP en 2017, vous voyez, donc précoce. Et en fait, c'est le père qui est porteur de la mutation et qui n'est pas atteint. On rejoint les problèmes de pénétrance dont parlait Catherine précédemment. Et puis, Mélanie Herriès incorporé dans son panel BMP10, parce que BMP9 et BMP10, c'est des paralogues très proches. Et d'ailleurs, Sabine Bailly vient de publier, pour ceux qui sont à jour de leur bibliographie, en fait des hétérodimères qui sont prédominants dans le sang, circulant BMP9, BMP10. On ne le savait pas quand on l'a mis BMP10. Et en fait, on a eu une mutation BMP10 dans une HTAP aussi de l'enfant de 11 ans. Donc pour vous dire que finalement, on a un phénotype associé à BMP9 qui est un peu flottant depuis le début. Et donc ces phénotypes, c'est pour dire que le phénotype n'est pas toujours évident dès le début pour ces nouveaux gènes. Et vous voyez, on peut comme ça aussi trouver des mutations sur les paralogues. Alors le problème, c'est celui de l'imputabilité, bien entendu, de ces mutations. BMP10, on a un seul cas. On vous le livre comme ça parce qu'on l'a trouvé récemment et qu'il n'est pas inintéressant. Mais il est bien évident que ça demande d'être corroboré. BMP9, il y a quand même suffisamment aujourd'hui de mutations qui ont été trouvées pour faire qu'il y ait une relation qui est quand même forte entre la découverte de ces mutations et la maladie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Pour les hernies dans l'os vasculaire, déjà un petit rappel sur la mutation, enfin, les types de variants qu'on identifie, essentiellement des substitutions glycine à près de 60%, des mutations splice 26% et haploinsuffisance 7%. C'est la majorité des... enfin, voilà, ces 3 variants sont les plus souvent retrouvés et, chez nos patients. Alors, quand on voit un patient en consultation, qu'on le prélève pour une recherche de col 3 à 1,
Souvent, en fonction du phénotype clinique, on s'attend et des antécédents du patient, on s'attend à retrouver plutôt des mutations glycine ou splice versus des haploinsuffisants, et on va voir rapidement pourquoi. Tout d'abord parce qu'on a réussi à montrer en 2015, et donc l'équipe de l'HEGP également, juste un an avant, une équipe américaine, qui avait une corrélation très forte entre les génotypes et le phénotype, et en particulier pour les mutations glycine et les mutations d'épissage, qui ont en fait un effet dominant négatif. Donc le phénotype est souvent plus sévère que les mutations d'haploinsuffisance, où on a 50% du collagène qui est conservé. Et ces patients-là, avec mutation d'haploinsuffisance, ont en réalité un phénotype atténué. Cliniquement, morphotypiquement, ils sont peu évocateurs, ils ont peu d'antécédents avant 40-50 ans, et les manifestations cliniques apparaissent donc plus tardivement et sont légèrement différentes. Par exemple, je pense à un patient qui a fait à 50 ans une dissection de l'aorte, et on a retrouvé à ce moment-là une mutation d'haploinsuffisance chez lui. Clairement, donc, en fonction du type de variant, le phénotype et les complications seront différentes. Et puis, il y a également une variabilité intra- et interfamiliale. L'âge médian à la première complication majeure dans la publication de 2015 variait de 23 à 47 ans. On propose un âge médian dans la plupart des publications à 29 ans, mais quand on voit les bornes, en réalité, c'est quand même extrêmement variable, et même au sein d'une même famille, puisque le plus souvent, les cas index, effectivement, ont des complications graves à des âges jeunes. Leurs apparentés, quand ils font des complications, on les découvre parfois plus tardivement, voire il n'y en a parfois aucune. En fonction de la mutation, il y a également donc, des différences dans les manifestations cliniques artérielles et en particulier intestinales. On a relevé essentiellement pour les complications à type de perforation colique, comme vous pouvez le voir là. Ce sont essentiellement les patients avec une mutation glycine qui vont avoir des perforations coliques. En revanche, ce qu'on ne montre pas ici, c'est que les patients avec une mutation d'épissage reperforeront plus que les patients avec mutation glycine. Également dans l'acrogérie, qui est présente de manière un peu plus fréquente chez les patients avec des mutations d'épissage par rapport aux patients avec variant glycine, et encore moins fréquente chez les patients avec variant à type d'haploinsuffisance. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui peuvent orienter parfois vers le type de variant qu'on va retrouver, mais seule la mutation nous permettra de confirmer ça. Avec la même mutation, les patients qui ont un variant glycine, seulement 23% finiront avec une perforation digestive et 13% avec une complication pulmonaire. On en retrouve un peu plus chez les variants d'épissage. Le sexe intervient également. On a montré que les fistules carotido-caverneuses étaient retrouvées chez une majorité de femmes. Dans notre cohorte, sur 150 patients, on a identifié 13 patients avec fistules carotido-caverneuses, 12 étaient des femmes. C'est un sexe ratio qui est également retrouvé dans la littérature, avec tous les case reports sur le sujet. Et puis, on a de nombreuses familles avec une claire discordance, avec essentiellement les complications artérielles à des âges jeunes. Le cas index est référé avant 30 ans. Et quand on voit le parent transmetteur, quand il est dépisté, il est asymptomatique. Je pense à un père qu'on a dépisté il n'y a pas très longtemps, qui a 75 ans, et qui n'a que des facteurs de risque cardiovasculaire et qui n'a jamais eu aucune complication faisant évoquer un set vasculaire. Donc c'est une famille dont on a parlé en fait en tout début de semaine, puisqu'on a été amené à rencontrer récemment en consultation le cas index, un cas qui est répertorié en 4.3, donc tout en bas, qui est né en 93, vu par le docteur Franck en consultation. Donc une jeune fille qui n'a quasiment aucun antécédent en fait, à part une fracture du cadre obturateur dans un contexte de chute à cheval. Et chez qui on vient de démontrer donc, la positivité pour le variant familial. Alors, ce qui est intéressant dans cette famille, je vais passer tout de suite au tableau phénotypique. Donc, le cas 2-1+, donc, que vous voyez tout en haut avec le cercle rose, la grand-mère, elle a 84 ans, d'accord, elle est toujours en vie, elle est porteuse du variant familial, et les seules complications qu'elle a faites sont articulaires et obstétricales. Elle est toujours vivante. Par contre, sa fille, qu'on voit en 3.2, donc en dessous, qui est la mère de la jeune femme récemment dépistée,
a un phénotype extrêmement évocateur, tendance échymotique, la transparence cutanée avec également un retard de cicatrisation. Elle a le visage de Madone, il y a une alopécie, une hyperélasticité cutanée et puis des saignements et récessions des gencives. Elle n'a fait aucune complication artérielle, elle a simplement eu une rupture splénique post-traumatique. Sa sœur, donc, sa sœur est également porteuse du variant familial et morphotype. Donc, on n'a pas le phénotype clinique puisqu'elle n'a jamais été vue dans le centre. Par contre, elle a fait une dissection de l'artère iliaque primitive droite. Aucun autre antécédent évocateur. Si je reviens à l'arbre, leur cousine, qui est également porteuse du variant familial, a, elle, un morphotype qui est évocateur, certes, mais moins marqué donc, que le cas 3-2. Elle a plusieurs lésions artérielles, essentiellement anévrismales, mais elle a également disséqué une artère vertébrale. Elle a rompu un anévrisme de l'artère splénique et aucune autre complication à type obstétrical ou gynécologique. Son cousin qu'on voit en 3-7, même génération, porteur également du variant familial, un morphotype absolument pas évocateur et il a simplement une dilatation de l'aorte ascendante. Si on descend une génération en dessous, du coup, ah non, je crois qu'il y a une petite erreur. Voilà, si on passe en fait de nouveau au cas 2-2, donc patient décédé à l'âge de 44 ans, donc qui est le frère de notre patiente actuellement âgée de 84 ans. Cet individu donc n'a jamais été dépisté. Il est décédé de manière brutale suite à une douleur abdominale aiguë. Donc on suppose soit une rupture de l'aorte abdominale, soit peut-être une perforation colique avec péritonite. On ne le sait pas. En tout cas, si c'est le cas, ça rejoint de toute façon le décès du grand-père en 1-1 qui est décédé d'une péritonite également à l'âge de 30 ans. Et enfin, on a 2 décès de plus dans la famille, une mort subite à l'âge de 18 ans et une rupture de l'aorte et un décès à 51 ans. Donc clairement, dans cette famille, on voit un profil certes artériel pour certains individus, mais pas pour tous. On voit que certains patients ont un phénotype évocateur, mais pas tous, alors qu'ils sont également atteints. Et pour ce qui est des complications, par exemple, obstétricales, une seule personne les a présentées, alors qu'on a 2 femmes porteuses du variant qui ont eu des enfants et qui n'ont eu aucune complication, alors que leur mère a eu des accidents au moment des grossesses. Voilà, donc une pénétrance probablement également différente, une variabilité intrafamiliale en termes d'expression clinique et en termes de complications qu'on retrouve dans beaucoup de familles. Alors, moi, il me semble qu'il y a en fait une espèce d'ambiguïté entre le diagnostic et le risque. C'est-à-dire que ce qu'on demande aux généticiens, finalement, quand on cherche une mutation, c'est de dire si le patient est à risque ou pas. Et l'interprétation que nous, on en fera, c'est est-ce qu'il a un risque ou est-ce qu'il n'a pas de risque. S'il n'a pas de risque, on n'a pas de raison de le protéger. S'il a un risque, on a des raisons de l'embêter. Et pour ce qui est du Marfan, de l'empêcher de faire du sport, en compétition par exemple, on l'embête pour prendre des bêta-bloquants, etc., etc. Donc la question devient, à ce moment-là, est-ce que la génétique et la présence d'une mutation en l'absence de signes cliniques est suffisante pour évaluer le risque? Il y a Sophie qui veut dire quelque chose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque et je pense que c'est une question fondamentale en pratique clinique, surtout pour le dépistage. Parce qu'on voit des enfants pour un dépistage, pour du pré-symptomatique ou alors très peu de symptômes. Et quand on reçoit la mutation, si la mutation est positive, on est tenté de leur dire eh ben, vous avez la maladie de... je vois des randiocères des Marfan, mais voilà. Et c'est vraiment une réponse fondamentale. Et personnellement, je ne leur dis pas vous avez la maladie de Randiosler s'ils sont uniquement porteurs de la mutation, même s'il y a des épistaxis, parce que les épistaxis dans l'enfance, c'est très fréquent. Et je trouve que c'est vraiment très lourd de conséquences de dire à un enfant, d'une part, qu'il a une maladie chronique qu'il va avoir toute sa vie, donc psychologiquement, ça peut être quand même mal vécu. Et d'autre part, le jour où il voudra faire un prêt et qu'il va dire à son assurance, j'ai la maladie de Randiosler, alors qu'il n'a même peut-être pas de symptômes, là, il va aussi financièrement avoir des conséquences lourdes. Donc, je pense que c'est important qu'on ait un discours assez homogène.
Et je pense que c'est important de leur dire en effet qu'ils ont un risque, qu'ils ont besoin d'une surveillance. Mais le mot maladie, je pense qu'il faut vraiment le laisser aux patients qui ont vraiment des symptômes cliniques suffisants. Des commentaires du panel? C'est une discussion qu'on a très régulièrement à l'HEGP, dans le centre de référence pour les LRS dans l'os vasculaire, puisqu'effectivement, des parents nous demandent, voilà, le père a un variant et souhaite faire dépister ses enfants qui sont asymptomatiques ou qui ont des signes mineurs, ou un enfant qui naît avec un pied beau. Et c'est vrai que, alors c'est toujours du cas par cas, mais la discussion de stigmatiser l'enfant, de mettre un diagnostic, de le surprotéger alors qu'il n'a aucune complication et qu'on sait que dans le set vasculaire, les complications arrivent plus tard, c'est vrai que c'est très difficile. Mais malheureusement, les parents ne le comprennent pas forcément toujours. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La problématique, en fait, en définitive, par rapport à la variabilité phénotypique et la variété pronostique, c'est qu'on n'a pas d'essai qui soit bien fait. Il faudrait que l'on ait le courage, par rapport aux questions que nous sommes posées ou que nous nous posons, de prioriser ces questions en disant « est-il légitime de diagnostiquer précocement et de traiter précocement tel ou tel syndrome, même asymptomatique, de faire des essais nationaux avec un modèle traitement pour voir les conséquences psychologiques, les évaluer, et pour voir également les conséquences thérapeutiques, éventuellement bénéfiques. Tant qu'on tournera autour du pot, en fonction de nos sensibilités médicales, en fonction des sensibilités des parents, du cas par cas, on essaiera de faire au mieux. Mais en définitive, on ne répond pas sur une evidence-based médecine à quelque chose qui serait des arguments pour dire effectivement, il est légitime de traiter par bêta-bloquant des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Sur le Marfan, par exemple, moi, j'en suis pas persuadé. Est-ce qu'il est légitime de traiter par céliprolol ou autre traitement des enfants avec syndrome des lésions vasculaires à partir de 12 ans? Je n'ai aucune preuve de ça. Donc, mettons-nous en route, mettons-nous en chemin pour construire des essais. Et il y a de cette façon-là qu'on pourra, à l'échelon national ou européen, compte tenu de la rareté des pathologies, qu'on pourra avancer. La question posée est, est-ce que c'est éthique? Chercher des solutions, c'est toujours éthique, oui. Il n'y a pas de souci. Ah ben bien sûr, c'est éthique, à partir du moment où tu ne sais pas. Donc, alors... Moi, j'ai une autre question à vous poser. Lorsque quelquefois vous dites bien c'est pas sûr, et que du coup après l'enfant qui grandit ne se fait plus suivre parce que dans sa tête à un moment donné on lui a dit vous n'êtes pas atteint, même si vous avez la mutation, vous n'êtes pas atteint, et après c'est fini, vous ne le voyez plus. Et ça aussi c'est un autre problème. On l'entend nous à travers des parents qui nous disent à un moment donné, on a dit pour le moment, il n'a pas de manifestation, on verra plus tard. Eh bien, le plus tard, ils ne viennent plus. Là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est aussi notre position à nous, association? Est-ce qu'on conseille de continuer à se faire suivre quand même? Est-ce qu'on dit, bien, les bêta-bloquants chez les Marfan, vaut mieux les donner en préventif? Est-ce qu'on dit, il y a des sports qu'on ne fait pas en préventif? Ou est-ce qu'on fait aussi, à un moment donné, peut-être la politique de l'autruche en disant ben, on ne veut rien voir et on verra plus tard. Et quand il y a un gros pépin, bien, c'est la catastrophe dans les familles. Et là aussi. Communication, information, respect de la liberté individuelle. Si les gens veulent avoir un déni de la maladie pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est leur choix. Et on n'a pas à leur imposer un choix contraire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je ne veux pas contrôler un patient qui ne veut pas se faire contrôler. C'est vrai pour les pathologies héréditaires, c'est vrai pour toutes sortes de pathologies. Ça va de facteurs de risque à autres. Information, mais respect de la liberté individuelle. Je me permets de soulever la polémique présente à la table qu'on a ressentie, qui était, je reprends votre phrase, est-ce que c'est éthique de ne pas traiter? C'est bien ça? Parce que pardon. La question, c'était plus, est-ce que c'est éthique de ne pas traiter
alors qu'il y a des avis opposés qui pensent qu'il y a une perte de bénéfices si on ne traite pas. Oui, c'est ça alors, l'idée. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai bien compris que... Tout à fait. J'ai bien compris que autour de la table, certains pensent qu'on n'a pas de données et donc on ne peut pas extrapoler, ce qui est tout à fait logique et c'est l'evidence-based medicine. De l'autre côté, il y a la pression aussi des familles. Je suis père et on peut imaginer ce qu'on souhaiterait faire pour les enfants et les associations de patients. De l'autre côté, on a peut-être dans le monde Marfan, parce que nous on est un peu entre les deux, maladie vasculaire rare, Marfan, avec des attitudes qui ne sont pas toujours exactement identiques. Et donc, est-ce que vous pouvez, comme les discussions pour et contre, essayer de sortir une attitude consensuelle ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est du cas par cas? Est-ce qu'on doit demander à la famille ou à l'enfant, s'il a plus de 15 ans, s'il est prêt éventuellement à aller sur de la recherche et éventuellement de la recherche génétique, je veux dire, enfin pas de la recherche, mais qu'on aille chercher la mutation potentiellement? Voilà, je pense que c'est le meilleur endroit pour pouvoir en discuter, donc je vous laisse débattre. Alors, il y a beaucoup de réponses qu'on peut donner à beaucoup de questions qu'on peut se poser. Je pense qu'on peut être dans des situations très différentes. Le cas clinique qu'avait présenté Catherine avec quelqu'un qui a une mutation dans le gène FBN1 sans signe clinique et qui veut se diriger vers l'armée, et et il ne voulait pas aller dans les bureaux, je crois. Autrement, c'est trop facile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a la mutation. Est-ce qu'on considère que c'est un argument suffisant pour interdire d'aller dans l'armée ou pas? Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui faisaient du basketball, qui avaient été récupérés parce qu'ils faisaient du basketball, qu'ils avaient des signes un peu squelettiques. Ils étaient grands, avec des grandes mains, etc. Ils étaient très bons au basket. Ils avaient été amenés par des entraîneurs et on a trouvé une mutation FBN1. Donc, on va poser la question de façon un peu différente pour que chacun puisse répondre dans son domaine. Imaginons qu'il trouve une mutation COL3A1 sans aucun symptôme. Xavier, Salama, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vous ai dit je vous dirai ce que j'ai fait à la fin. Il n'y a pas de problème. Aucun symptôme, la mutation. Pour un sujet adulte? Un sujet adulte. Sur tous les éléments que l'on a actuellement, à la fois d'éléments de cohorte en cours de publication et les éléments d'essai thérapeutique, pas de souci, compte tenu du bénéfice-risque pour un traitement par bêta-bloquant à dose minimum de type céliprolol. La question n'est pas celle-là. Il se dirige vers une carrière professionnelle de basketball. Est-ce que non, il n'y a aucune chance. Il y a zéro chance. Ils ont une telle fragilité articulaire et tels hématomes faciles qu'ils ne font pas de sport. Il a un art de ne pas répondre aux questions. Je suis désolé, mais tu les vois, ils étaient, quand ils faisaient du basket ou éventuellement du handball avec les copains, on rit de l'eux parce qu'ils ont des hématomes partout. Voilà, mais on est bien d'accord. Celui-là, il est symptomatique. Pour professionnel de sportif. Celui-là, il est symptomatique. Mais celui qui n'est pas symptomatique. Celui-là, il est symptomatique. Tu nous as dit, là, on a eu des expériences avec des grandes variabilités de symptômes, avec une même mutation. Donc, évidemment, quand il a tous les symptômes et la mutation, on pense que l'attitude est justifiée. Il n'a aucun symptôme. Il n'a aucun symptôme, mais il a la mutation. Ouais. C'est là qu'est la question. Non, alors je leur dis de ne pas rentrer au PSG. Hein, c'est pas parce qu'en effet, moi j'ai eu un enfant, alors c'était pas un adulte, hein, c'était un enfant il n'y a pas longtemps, mutation de COL3A1 familiale, donc diagnostic pré-symptomatique, d'un gamin qui voulait faire c'était du ping-pong, je crois. Non, c'est du badminton en club. Bah, c'était une vraie question. Hein. Voilà. Et ça a été compliqué parce que plus personne ne voulait lui faire de certificat médical, hein, bien sûr. y compris. Voilà, y compris le centre de référence? Moi, je ne suis pas centre de référence. Pour le coup, moi, j'autorise des activités sportives récréatives, mais pas d'inscription au club. Donc c'est en effet ce qu'on lui a dit. Mais donc, pour répondre à la question de Guillaume, c'est pas de compétition. Voilà, donc finalement, on arrive à dire que la mutation sans aucun signe clinique, ça ne permet pas forcément de faire un diagnostic, mais ça permet de donner un niveau de risque qu'on considère comme étant suffisant pour interdire certaines choses. Donc la compétition. Ouais. Donc pour le syndrome de Marfan et la mutation FBN1, la position était la même, soyons clairs. Donc il n'a pas pu faire de la compétition. Pour revenir à l'aspect diagnostic présymptomatique qui vraiment nous pose problème et qui, dans notre centre, a des visions différentes en fonction des médecins, des sensibilités, des histoires médicales. J'ai vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, une maman dont le mari était décédé à l'âge de 32 ans de rupture artérielle avec une petite fille d'1 an. Et dans les mois suivants, elle n'avait de cesse
de vouloir demander un test génétique pour son enfant, le stress de savoir si éventuellement elle-même était porteuse. On lui a expliqué que ça ne changerait rien pour le moment, mais elle était toujours avec un niveau d'angoisse important. Et ça a été des consultations itératives pendant 5 ans, sans test, jusqu'à ce que, en accord avec elle, on fasse un test génétique qui s'est avéré positif, qui a amené dans le mois suivant un certain effondrement de la maman par rapport au pronostic. Mais le test était suffisamment préparé en avance avec psychologue, etc., que dans les 6 mois, l'année par la suite, je l'ai vue depuis maintenant 2 ans après le test, c'est une petite fille radieuse pour laquelle le test et le risque de pathologie a été digéré, on a l'impression. Et donc je crois que c'est un parcours individuel, familial, propre à chacune des familles, chacune des histoires. Et donc c'est pour ça que ce n'est pas facile de donner une réponse univoque, je crois. C'est simplement ce problème-là. Oui, et donc nous, on avait eu beaucoup de discussions aussi pour savoir si on fallait faire les diagnostics moléculaires chez les enfants petits. Et je ne sais pas si Marie-Hélène veut dire quelque chose là-dessus, parce que vous aviez participé à la discussion, et il y a tout un aspect psychologique. Marie-Hélène est la psychologue du centre de référence. Mais je suis sûr que vous allez dire quelque chose d'intéressant. Pas une séance préparatoire. Oui, on avait discuté de ça, et c'est vrai que finalement, on s'aperçoit, quand on a des demandes, parfois... D'abord, parfois, elles nous échappent parce que les enfants naissent et sont dépistés dans les maternités directement à la demande des parents. Ensuite, il y a les parents qui viennent avec des enfants plus ou moins en bas âge, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 6 mois, peu importe, mais enfin des tout petits, et qui nous demandent la même chose en disant on voudrait savoir, on est inquiet de savoir si notre enfant est porteur du syndrome de Marfan. Alors, il y a ceux qui ont des atteintes ophtalmologiques qui vont finalement contourner le délai de 4 ans en de toute manière faisant consulter leur enfant en ophtalmo pour voir si dès 18 mois, 2 ans, ils ont une ectopie du cristallin. Et par ce biais-là, souvent, ils ont leur réponse. Et sinon, donc, la position du centre, c'est 4 ans. Mais... il y a des cas de figure où soit la mère, soit le père, soit les 2 parents sont dans un tel état d'angoisse, avec vraiment un investissement parental qui est biaisé par ce risque, par cette peur et par cette angoisse-là que les parents ressentent, qu'à ce moment-là, on avait considéré qu'il y avait probablement un bénéfice à ce qu'il soit dépisté avant, plutôt que d'être dans une attente pendant 4 ans et une relation affective à l'enfant qui est moins bonne, péjorative, du fait de cette inquiétude-là. Donc ça nous arrive parfois. C'est finalement assez peu fréquent parce que quand les conseillères en génétique ou les généticiens expliquent le positionnement 4 ans, le bêta-bloquant, avant, pas de risque, etc. Les parents, souvent, lâchent l'idée du dépistage. Mais quand il y a vraiment une anxiété majeure qui ne cède pas, alors à ce moment-là, on avait pris le parti de faire dépister les enfants. Donc finalement, on en arrive à des positions assez communes qui consistent à dire qu'il y a un délai qu'on essaye de faire respecter qui est de l'ordre de 4 ans. Non, pourtant, c'est vraiment amusant parce que c'était vraiment sans concertation. Et que quelquefois, le délai est trop long et qu'il faut s'adapter aux histoires familiales, personnelles. Donc, J'avais une question à Catherine par rapport à sa présentation. Est-ce qu'en définitive, tu as l'impression que certains types de mutations amènent plus volontiers à des pénétrances variables que d'autres? Oui, très nettement, il y en a 1 ou 2 là. Ou 3 ou 4 même, que Nadine et Pauline peuvent avoir en tête comme moi, qui probablement, à elles toutes seules, suffisent pas à faire la pathologie complète, grave, tu vois, où il y a vraiment un effet de modificateur très important et qui fait qu'on a des tableaux incroyablement variables au sein de la famille, ou bien il y a quand même quelques mutations, elles sont rarement récurrentes dans le gène FBN1, mais il y en a quand même quelques-unes qui ont été retrouvées, qui sont récurrentes, et là il y a aussi une grande variabilité interfamiliale. Et ça représente quelques mutations. Et est-ce qu'elles ont des caractéristiques particulières? Pas vraiment, parce qu'elles sont véritablement des mutations. Elles ont été revisitées à l'aune des critères actuels. Elles gardent leur caractère qu'on considère pathogène.
Mais tu vois, elles sont vraiment... il y en a 5 sur les doigts d'une main, quoi, tu vois. Moi, je me suis posé la question, peut-être Florent, tu as aussi cette expérience, de savoir si des mutations d'épissage, pour lesquelles ce n'est pas exactement le site consensus, mais tu es en +3, +4, et dont l'altération de l'épissage peut être variable, tu ne sais pas quel pourcentage de transcrit en définitive va être ou non altéré, peuvent en fonction des individus, peuvent en fonction du tissu, être variables et amener une certaine hétérogénéité de présentation. Je ne suis pas sûr que ce soit dans le rendu Huxley, enfin je suis même sûr que ce n'est pas dans le rendu Huxley. On a des mutations d'épissage qui sont en fait sur un certain pourcentage, en fait. C'est pas du oui ou non. Ça diminue en fait l'épissage, l'efficacité de l'épissage, et on a effectivement des phénotypes atténués avec ces mutations-là. Même à tel point même qu'ils sont quelquefois remis en cause en tant que mutation causale. Mais finalement, il y a un effet quand même sur le phénotype. Mais c'est de la proportion, en fait. C'est pas du oui-non. Là, si je comprends bien, on en arrive à la notion selon laquelle la valeur diagnostique d'une mutation peut varier. C'est-à-dire qu'on est sûr que la mutation est pathogène. C'est encore une idée nouvelle par rapport à tout à l'heure. On est sûr que la mutation est pathogène. Elle est responsable de la pathologie chez le patient qui la présente. Mais on n'est pas sûr que la mutation va entraîner une pathologie chez tout le monde. Donc, ça devient plus compliqué dans la mesure où ça veut dire que quelqu'un qui est asymptomatique en fonction du type de mutation qu'il a dans un gène, à l'intérieur du même gène, peut avoir une chance de développer le diagnostic, de développer la pathologie qui n'est pas la même, et donc le risque associé est plus ou moins prévisible suivant la mutation. Je posais une question pour le CED. C'est toujours. Est-ce que si on se dit impact du résultat génétique sur la prise en charge clinique, vu les courbes de survie différentes selon haplotype, glycine, etc., est-ce qu'on pourrait se dire, mais bon, là c'est une hypothèse a priori, un non prouvé par les preuves, que chez certains patients jeunes qui auraient un type de mutation, on sait qu'elles sont plus ou moins parlantes, il y aurait peut-être un peu plus d'intérêt à en mettre que de ne pas en mettre. Un peu comme pour les aorthopathies, avec les mutations, le SDITS, où on se dit qu'on peut être éventuellement plus agressif, notamment sur le cut-off chirurgical. Et d'ailleurs, on pourrait en discuter juste après, en disant l'impact de la génétique sur le cut-off chirurgical, notamment, sur le SDITS, Marfan classique, etc. C'était une autre question. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez du type de... Bon, voilà, c'est une hypothèse a priori qui nécessite d'être confirmée par de la recherche, quoi. Ça peut paraître du bon sens intuitif, en même temps, on n'a rien pour le démontrer, quoi. De façon, ce que disait Salma tout à l'heure est juste, c'est-à-dire que on a l'impression que les mutations d'haploinsuffisance font moins de lésions vasculaires des vaisseaux musculaires de type carotide, artère viscérale, que des lésions aortiques. Et probablement parce que le mécanisme d'haploinsuffisance du collagène au type 3, d'avoir moins de collagène au type 3 au niveau aortique, est différent d'avoir des mutations dominantes négatives sur lesquelles tu as une altération qualitative et quantitative qui parle plus et plus précocement au niveau des artères musculaires. Donc est-ce qu'il faut pas, est-ce que le bêta-bloquant c'est pas meilleur sur l'aorte que sur les artères périphériques? Sachant que voilà, les accidents sont totalement imprévisibles, donc on se dit que plus on les traite tôt, quel que soit le type de variant, mieux ce sera. Enfin, c'est la politique de toute façon actuelle. Voilà, et juste pour conclure, on va dire que dans le TGF bêta R2, pour répondre à la question, où le seuil opératoire est un peu plus bas que dans le FBN1, dans les dernières recommandations européennes, il a été tenu compte du papier international qui avait été fait dans le thème de Montalcino Aortic Consortium, dans lequel on se rend compte que la génétique n'est pas tout et qu'on ajoute de la clinique pour voir qui est marqueur d'un risque supplémentaire pour une mutation donnée, et qu'en fonction des signes cliniques que les gens ont, on va pouvoir moduler un petit peu le seuil opératoire.